nous allons passer maintenant à la troisième communication présentée par le professeur Luc Odalo de l'Université de Madrid. Et le titre de la communication, c'est Développement rural, Union européenne et Afrique. Bon, chers collègues, vous avez la parole. Ok, merci, professeur Niang. Bonjour. Avant de commencer, je m'excuse pour mon français, mais je vais essayer de vous dire quelque chose d'intéressant qui peut compenser votre effort, même partiellement. Ok, je vais parler sur les possibilités, les opportunités, les nouvelles stratégies de développement rural pour les prochaines années dans le cadre des relations entre l'Union européenne et l'Afrique, et plus particulièrement les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. Je vais parler avant tout d'un développement rural non seulement agricole, mais diversifié. Vers à la qualité, comme on a dit les profs et le professeur Dominique, et vers d'autres activités secondaires et tertiaires. Et cette diversification est importante pour l'économie rurale ensemble, mais aussi pour l'agriculture elle-même, comme l'a dit le prof, monsieur Fousseni Traoré. Le cadre institutionnel pour la coopération entre les deux continents se trouve dans le partenariat, oui, pardon, ici, dans le partenariat Afrique et Europe. Et le partenariat Afrique et UE est un cadre officiel de dialogue, de travail et de coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine, établi en 2000. Et le partenariat est gouverné par les stratégies conjointes Afrique-Union européenne, adoptées lors du 12e sommet UE-Afrique en 2007. Dans ce contexte, les deux partenaires sont déterminés à travailler ensemble à long terme et de manière stratégique au développement d'une vision partagée des relations UE-Afrique dans un monde globalisé. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne tenu en 2017 a centré la coopération autour de 4 domaines prioritaires formalisés dans la déclaration d'Abidjan. L'un des éléments de ce partenariat est le partenariat Afrique-Europe pour l'investissement et l'emploi durable. La Commission européenne s'est engagée à renforcer son partenariat avec l'Afrique dans divers secteurs. La proposition de la Commission suppose une allocation de 32 milliards d'euros d'aide à l'Afrique subsaharienne et de 8 milliards d'euros à l'Afrique du Nord pour les périodes 2021 et 2027, qui sont financés par l'instrument financier pour le développement et la coopération internationale. L'un des secteurs stratégiques du partenariat est l'agriculture et le développement rural. Cet engagement a conduit aussi à la création de la Task Force Rural Afrique, un groupe de travail, un groupe d'experts externes qui fournissent des conseils et des recommandations sur le développement de l'agriculture et des zones rurales en Afrique. Le groupe de travail sur l'agriculture et le développement rural est composé d'experts européens et africains et avec expérience dans l'agriculture, l'industrie agricole et agroalimentaire, le commerce, la politique de développement et le secteur agroalimentaire en Afrique. Très important. Les résultats des travaux de Task Force a été inclus dans le document Un agenda Afrique-Europe pour la transformation rurale. Et la Task Force Afrique rurale situait ses recommandations pour la transformation du secteur agroalimentaire et de l'économie rurale de l'Afrique dans ce cadre d'approfondissement des relations politiques et d'élargissement de la portée politique et financière de la nouvelle alliance Union européenne et Union africaine. Et pour ce qui doit être fait, le Task Force propose 4 domaines d'action stratégiques
appliquée à moyen et long terme, comme la base de la transformation agricole et rurale nécessaire. La première, c'est l'approche territoriale pour la création de revenus et d'emplois. Et le deuxième, la gestion durable des terres et des ressources naturelles et l'action climatique. Le troisième, la transformation durable de l'agriculture africaine. Et le quatrième, le développement de l'industrie et des marchés alimentaires africains. Je vais me concentrer un peu plus sur l'approche territoriale du développement rural, car je pense que c'est le principal moyen de parvenir à un développement endogène du territoire, ce qui réduit la dépendance aux décisions prises en dehors du territoire, ce qui favorise la diversification de l'économie et la réduction des risques, et qui est amélioré dans un plus large mesure les conditions de vie de la population à moyen et long terme. Et selon le rapport du Task Force, en perspective territoriale, dépasser les cadres des frontières administratives existantes, rompant clairement avec l'héritage de la période coloniale et postcoloniale qui a profondément façonné l'infrastructure spatiale de l'Afrique. Au niveau politique pratique, l'adoption d'une approche territoriale implique une réflexion et une planification stratégique des investissements publics et privés, ainsi que la fourniture d'infrastructures et de services de base aux petites et moyennes villes et aux zones rurales. Vous avez ici les objectifs de cette approche, aller au-delà du secteur agricole en tant que tel, libérer le potentiel des zones rurales et des villes secondaires, renforcer les capacités de la population locale, notamment des femmes et des jeunes, et de donner les moyens de s'agir aux institutions locales, régionales et nationales. Cet objectif tient compte des soutiens européens accordés aussi aux initiatives locales et régionales et aux pôles d'innovation dans le respect des spécificités des genres. Mais il y a aussi autres priorités pour les moyens et le long terme, comme la gestion durable des terres, la transformation durable de l'agriculture, le développement de l'industrie et des marchés alimentaires. Nous avons parlé ce matin avec ces questions. Je pense que ces quatre éléments, l'approche territoriale, la gestion durable des terres, la transformation durable de l'agriculture, le développement de l'industrie et des marchés alimentaires, sont très précises pour définir les priorités de l'agriculture et du développement dans le contexte actuel de la mondialisation et du développement durable. En ce sens, je pense que le groupe de travail a fait un excellent travail et que le document peut être considéré non seulement comme un plan d'action conjoint entre l'Union européenne et l'Afrique, mais aussi comme un feuille de route pour les pays africains. Et pour les cours à moyen terme, le Task Force propose 6 initiatives cohérentes avec les 4 domaines d'action à plus long terme que l'Afrique et l'Union européenne devraient rapidement mettre en œuvre pour lancer leur collaboration renforcée pour le secteur agroalimentaire et l'économie rurale. Le premier, c'est soutenir la gouvernance rurale, un programme d'action locale innovant et fondé sur une approche territoriale. Comme vous pouvez vous trouver là. Mais il y a otras initiatives comme intégrer la viabilité environnementale et promouvoir la lutte contre les changements climatiques, les questions de la connaissance, l'innovation, la mise en réseau pour la transformation de l'agriculture, et améliorer l'accès des petites et des moyennes entreprises agricoles et alimentaires au financement privé, intensifier le développement des chaînes de valeur durables et aussi, très important, dans ce cadre de coopération, réunir l'expertise européenne et africaine en matière d'agriculture et
développement rural. Et comme je dis, je vais me concentrer un peu plus sur la première des actions qui se concentre sur l'adoption d'une approche territoriale dans le développement rural, car c'est un domaine dans lequel l'Union européenne peut partager son expérience d'action avec ses partenaires africains. Dans ce domaine, soutenir la gouvernance rurale est un programme d'action locale innovante fondé sur l'approche territoriale. Nous trouvons deux sous-sections. La première, mobiliser des initiatives locales dans le cadre d'un programme d'action locale, et la deuxième, créer un réseau de développement territorial avec des initiatives européennes. Je vais commencer par la première section, mobiliser des initiatives locales dans un programme d'action locale. En ce sens, le soutien financier de l'Union européenne devrait être accordé à des programmes d'action locale innovants, adaptés aux réalités économiques, sociales et environnementales africaines, et devraient tirer parti de l'expérience européenne en la matière. Et c'est le programme d'action locale, chaque programme d'action locale garantira des diagnostics territoriaux participatifs et un dialogue multiparti en vue de recenser les opportunités, les contraintes et les priorités d'action. Et aussi une attention particulière à la fourniture de biens publics indispensables pour le développement des chaînes de valeur agroalimentaire et la diversification rurale. Et la Task Force recommande que les pays poursuivant une approche territoriale établissant un programme d'action locale adapté à leurs réalités économiques, sociales, environnementales à échelon local. Ce programme consisterait notamment à réaliser des analyses territoriales participatives et à instaurer un dialogue multiparti en vue de déterminer les contraintes et les actions prioritaires. La deuxième succession des initiatives à court et moyen terme pour soutenir la gouvernance rurale est un programme d'action locale innovant fondé sur ces approches territoriales, c'est créer un réseau de développement territorial et les relier à des initiatives européennes. Et à la lumière de l'expérience européenne, le Task Force Rural Afrique propose d'établir un réseau au service du développement territorial. Ce réseau devrait échanger des informations, le fonctionnement des initiatives en pratique et les possibilités d'amélioration. Ces assistants peuvent notamment consister à ces actions et aussi le partage de l'expérience européenne avec tous les groupes d'action locale leaders qu'il y a dans l'Union européenne. Je vais parler un peu plus de ces programmes d'action locale de la première sous-section. Le groupe de travail sur le développement établit que les programmes doivent avoir les objectifs suivants. Objectifs pour les programmes, assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, en mettant particulièrement l'accent sur l'emploi et la création de revenus. Et promouvoir la compétitivité de l'agriculture, accélérer la diversification rurale en augmentant les valeurs ajoutées des produits locaux, les produits de terroir qui a dit le professeur Dominique, et l'exploitation des ressources naturelles et culturelles. Et finalement, garantir la gestion durable des terres, des ressources naturelles et la mise en œuvre des mesures de lutte contre les changements climatiques. Pour les task force, les principes qui devraient guider les programmes d'action locale sont les suivants. Une approche axée sur certaines zones, sur un territoire cohésif,
avec une zone et une population clairement définie. Définie. En approche ascendante, les acteurs locaux définissant les stratégies et choisissant les actions à financer par les programmes. Le troisième, c'est l'importance d'un partenariat public-privé avec groupes d'action locale, incluant des groupes d'organismes qui pouvaient mobiliser toutes les compétences et toutes les ressources disponibles. L'innovation pour introduire nouvelles idées, méthodes, en utilisant notamment les possibilités numériques dans le monde rural. L'approche intégrée et multisectorielle entre les actions économiques, sociales, culturelles et environnementales par opposition à l'approche sectorielle et la mise en place de la coopération. Il y a aussi critères pour la sélection, mais je vais parler de les recommandations finales pour les programmes d'action locale. Une question importante, c'est que l'approche territoriale peut compléter les programmes nationaux et mobiliser des groupes locaux difficiles à atteindre par les principales structures de gouvernements, étant soutenant des investissements qui, selon les secteurs, ne sont pas pris en charge par des organismes relevant de l'État. Dans une phase initiale, le programme d'action locale devrait être piloté afin d'évaluer la faisabilité, la durée, les coûts et les risques et d'améliorer sa concession avant de son déploiement à grande échelle. Et les task force proposent de mettre l'idée financière européenne à disposition des pays qui poursuivent une approche territoriale dans le cadre de l'élaboration de politiques et programmes mettant en œuvre des programmes d'action locale et une recommandation spécifique de la task force était d'utiliser une approche territoriale du développement rural similaire à ce que l'on appelait l'approche leader dans l'Union européenne. En plus de soutien financier, l'Union européenne peut partager son expérience avec les programmes LEADER, une expérience réussie qui fait partie de l'agenda de la politique de développement rural européen depuis 30 ans. Je parlerai après de cette approche et ses caractéristiques ou spécificités. LEADER, c'est l'acronyme de liaison entre activités de développement de l'économie rurale. Et LEADER implique un programme de développement rural. Il est devenu une méthodologie de développement rural territorial caractérisée par cette spécificité. Les stratégies locales de développement par zone, l'élaboration et mise en œuvre ascendante, les partenariats locaux publics-privés, les actions multisectorielles, l'innovation, la coopération et la mise en réseau. Conformément à cette recommandation pour le développement territorial, le ministre de l'Agriculture de l'Union européenne a approuvé en juin 2019 d'inclure dans le plan d'action du partenariat l'application d'une initiative Leader Afrique dans les plans d'action. Alors, finalement, ces stratégies ascendantes, multisectorielles, etc., c'est bon pour Afrique, c'est adapté à Afrique. Il y a une question importante que cette vision est précisément partagée par la FAO, qui considérait qu'il est nécessaire de passer des politiques de développement rural descendantes et sectorielles aux politiques ascendantes, participatives, décentralisées et multisectorielles, appuyées par les expériences des pays africains qui ont appliqué ces méthodologies, Maroc, Afrique du Sud, Bénin, Ghana, Cabo Verde, Mozambique. Il y a expérience avec ces méthodologies. Mais une question importante, c'est que avant la publication de la stratégie, le groupe de travail a soumis les rapports pour consultation publique et, comme a montré le graphique, environ de 80% des répondants
étaient africains et 80% étaient également favorables à l'application d'une approche territoriale au développement rural. Les aspects les plus appréciés de ces approches sont les caractères inclusifs grâce à des processus participatifs, sa meilleure connaissance des besoins du territoire et le caractère multisectoriel et diversifiant de l'économie rurale. Mais il y a aussi cons, il y a limites pour cette approche. Par exemple, ils sont processus complexes dans un continent avec un déficit de formation, et en particulier dans les zones rurales, et le manque de structures locales suffisamment développées. C'est le résultat de la consultation publique. Mais comme j'ai dit, il y a expérience avec leaders en Afrique. Vous avez ici un exemple de leader en Mozambique, qui est financé par l'aide au développement de la Finlande. Ces photos représentent les groupes d'action locale participant à un atelier d'évaluation du programme. Et les leçons tirées du Mozambique mettent également en évidence les avantages du développement territorial rural pour l'Afrique. Certains avantages sont moins de corruption, le renforcement de la population, la possibilité d'apprendre d'autres projets avec de bonnes pratiques, et enfin le caractère flexible de la méthode qui s'adapte à toute réalité sur le continent. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour votre communication. Je pense que vous nous avez présenté un programme, je dirais, de partenariat pour la promotion du développement rural, avec un cadre de coopération entre, disons, l'Europe, l'Union européenne précisément, effectivement, et l'Afrique. Et à la base, vous avez parlé d'un task force plutôt, qui avait été mise en place et qui avait identifié un certain nombre d'axes ou de domaines stratégiques, comme l'approche territoriale, la gestion durable, la transformation durable de l'agriculture et le développement de l'industrie et des marchés. Ensuite, vous avez beaucoup insisté sur l'approche territoriale du développement rural. Et vous avez aussi formulé un certain nombre de recommandations, à savoir le fait de promouvoir l'approche territoriale du développement, le fait également de partir d'un programme pilote avant de passer à l'échelle, et surtout le soutien de l'Union européenne. Et vous avez fini par nous présenter cette méthode leader avec l'expérience du Mozambique, en précisant effectivement que c'est une méthode qui est applicable à l'Afrique. Voilà. Nous avons donc nos 3 communications, et je pense qu'on a écouté des communications très intéressantes et qui se complètent. Maintenant, nous allons ouvrir des discussions et un jeu de questions-réponses sur ces 3 communications-là. Donc, la parole est à... Je ne vois pas de main levée, donc je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui souhaitent intervenir. Oui, M. Diouf. Merci beaucoup, professeur. Alors, je voulais d'abord féliciter les participants, les conférenciers plutôt, pour leur intervention donc, de haute facture. Alors, j'ai un certain nombre donc, de questions pour le professeur Silla. Alors, pour quand vous recrutez donc un étudiant, on vous donne 10 000. Alors, est-ce que ça, c'est destiné au laboratoire d'accueil? Est-ce que c'est pour la bourse de l'étudiant? Est-ce que c'est pour les frais de paillasse? Comment ça se passe? Donc, on a besoin d'informations. Est-ce que c'est l'école doctorale qui en bénéficie? Pour les publications également, est-ce que ça veut dire que vous payez les frais de publication de l'équipe et qui peut en bénéficier? Et donc, voilà les questions auxquelles je voulais des éclaircissements. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui? Ah si. Où ça?
Ah, ok, donc je n'avais pas vu. Donc, docteur Fousseinou, vous pouvez prendre la parole. Hein? Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'avais également une petite question pour monsieur Stila. Par rapport aux institutions partenaires, j'ai vu qu'il y a au moins 2 centres CG, Africa Rice et ICRISAT, mais je n'ai pas vu l'IFPRI. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous aviez contacté l'IFPRI et vous n'avez pas eu de feedback? Ou sinon, quelle était la situation? Parce que je pense que notamment ici à Dakar, on a une forte équipe de nutrition qui, je pense, pourrait contribuer au réseau. Merci. On va faire de telle sorte que les étudiants soient dans un cadre de travail adéquat. L'un pour l'autre, l'étudiant se retrouve là-dedans. C'est une question qui nous a été posée plusieurs fois et partout. C'est un principe de récupération d'argent et de regarder où est-ce qu'il faut investir. Par exemple, je donne un exemple. Là, actuellement, on a reçu, rien que pour la préparation, l'année dernière et quelques publications et quelques étudiants recrutés, on a reçu environ 508 millions de francs CFA qui sont là dans une banque de la place avec co-signature entre le coordonnateur adjoint et le comptable particulier du projet. On a réfléchi pour voir où est-ce qu'on investit pour avoir encore de l'argent. Pour le moment, on investit dans ce qu'on appelle le DLI 4, parce que le DLI 4 nous est remboursé totalement. Alors, quand on construit des serres à Niachen, à l'UCAD, quand on renforce, quand on rénove les laboratoires, quand on équipe les laboratoires, tout le coût nous est remboursé d'un coup. Donc, on va investir là-bas. Par contre, quand on lance des projets de recherche, ce n'est pas forcé qu'on nous rembourse les projets. On peut passer par les projets de recherche pour amener les gens à travailler, faire des publications. Mais vous savez, entre le lancement d'un petit projet de recherche, le travail qui suit, la rédaction des articles, le dépôt des articles, ça fait 2 ans, 3 ans, le projet est presque... Voilà. Donc, on investit sur des secteurs, sur des DLI où on a un retour d'investissement rapide. On s'est nourri de l'expérience des autres parce que quelque part, ceux qui nous ont devancés n'avaient pas trop compris les principes du fonctionnement de ces genres de projets et qui parfois se sont retrouvés sans argent pour payer leurs salariés. Donc voilà, de toutes les façons, en tout état de cause, les étudiants, les enseignants et les PATS vont se retrouver dans l'université de manière générale, dans toute sa composante, et même les partenaires, parce que je n'ai pas donné toutes les possibilités. On nous rembourse de l'argent si on a un enseignant qui va dans la sous-région qui donne des enseignements. Ou si on invite un enseignant de la sous-région qui vient faire 6 jours ici, on peut avoir de l'argent. Si on forme des producteurs de la zone rurale pour 6 jours, on peut avoir de l'argent. Voilà. Donc, c'est sur ces principes. Ce n'est pas que les 10 000 francs soient totalement investis, 10 000 $ soient totalement investis à l'étudiant. Il peut avoir son kit pédagogique. Je crois avoir répondu à la question. Voilà. La deuxième question, c'est est-ce que l'IFPRI, c'est qu'au départ du projet, on a contacté pas mal de partenaires, mais les partenaires ne sont pas, c'est pas limite. Hein. Nous, on est pour l'IFPRI, qu'on connaît. Bon, je ne dirais pas bien, mais on connaît l'IFPRI et son importance sur place dans le domaine de l'agriculture, de manière générale. Je pourrais prendre vos contacts pour échanger avec vous, ne serait-ce que faire un exposé là-bas. Mais au départ, on avait lancé des lettres d'appui, d'engagement et d'appui. Et certains nous ont répondu, d'autres ne nous ont pas répondu. D'autres peut-être ont tardé à répondre. Ceux qui nous ont répondu, on les a fixés comme partenaires, mais on peut élargir le nombre de partenaires. Ce n'est que du gagnant pour nous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sous forme de contribution? Je voudrais poser une question à mon collègue, le professeur Luis Collado. Et les développements rural, à votre avis, quelle serait la place des entités locales, des municipalités
dans le développement rural, parce que les entités locales jouent un rôle protagoniste, n'est-ce pas, dans l'offre de services locaux, tout ça, et aussi dans le développement agricole et extra-agricole aussi. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Oui, merci pour la question. Oui, le rôle de l'administration locale, c'est très important parce que nous parlons toujours de l'importance des partenariats publics-privés, mais à la fin, la force, c'est dans l'administration locale. Hein. Alors, il est très important d'avoir une administration locale plus ou moins forte, mais une structure suffisante pour développer les territoires et pour administrer les programmes. Hein. La participation des agents privés et permettre de définir plus précisément la stratégie, les plans, et permettre d'évaluer l'impact sur la population locale. Mais l'important, c'est important l'administration locale et les municipalités. Hein. Alors, je crois que l'application d'une approche territoriale peut être plus difficile dans les pays avec une administration locale plus faible, plus faible au sein de l'administration locale, hein, mais parce que vous pouvez trouver administration seulement régionale et dans ce cas, je crois qu'il est plus difficile, mais il y a aussi expérience avec en surveillance de l'État ou en surveillance de la région, hein, mais ce n'est pas l'esprit, mais il peut être l'unique solution hein, dans ce cas. Merci. Oui, Oui, peut-être. si je peux intervenir. Oui, allez-y, allez-y. Oui, merci, monsieur le modérateur. Donc, c'était dans le prolongement du propos du professeur Luis Collado, et donc fort intéressant. Et là, je peux donner mon témoignage de président de Fonds européens leader. Et comme l'a souligné le professeur Collado, le gros avantage aussi de ces fonds européens leaders, c'est que la préparation des projets est très collective et permet de réunir des acteurs privés, ruraux, institutionnels de tout niveau qui sinon ne se rencontrent jamais. Et ce qui permet de donner une grande cohésion à, on va dire, à l'ensemble institutionnel et humain autour de projets concrets, et j'insiste, qui vont donc rassembler des gens qui sinon ne se côtoient jamais, ne se connaissent pas. Et donc, ça permet aussi de créer ce lien qui réduit les méfiances, on va dire, entre les hautes institutions d'État et puis les milieux locaux, qu'ils soient producteurs ou représentants locaux politiques. Et donc, une des grandes richesses, justement, et qui fait son succès, qui a fait son succès en Europe, de ces fonds leaders, comme l'a expliqué le professeur Collado, c'est de créer une cohérence sociale d'intérêt et une forme d'apprentissage entre les acteurs. Et c'est ce qui est très intéressant et qui est source, on va dire, de développement aussi. Voilà, merci, ce que je me permettais de dire. Merci pour ce complément et cet éclairage. Je pense que c'est très utile. Oui, professeur Silla. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. C'était juste une intervention par rapport à la présentation de Monsieur Domenech sur la licence en développement local, c'est ça, valorisation des produits locaux. Voilà, je l'ai écouté de fond en comble
Et ça m'a fait penser à une licence professionnelle qu'on a mis en place en 2009. C'était la première fois à l'UQAT qu'on mettait en place une licence professionnelle financée dans le cadre d'un projet de la coopération française qu'on appelle le projet U3E. Notre souci, c'était de dire, c'était que, en fait, ce qui manquait pour l'agriculture sénégalaise, c'était quelque part des agriculteurs professionnels, ne pas se laisser dans la paysannerie tout simplement, donc des agriculteurs professionnels, et qui, donc on s'était engagé à former des diplômés qui pouvaient se prendre en charge eux-mêmes, développer l'auto-entrepreneuriat, et pas des diplômes de très haut niveau du genre master ou doctorat, mais vraiment de niveau licence. Le curriculum était également un curriculum très ouvert, partant du droit, le droit foncier rural, l'entrepreneuriat, jusqu'à la production et la transformation, donc tous les éléments de la chaîne de valeur agricole, depuis la production jusqu'à la vente. Et la prise en charge de l'étudiant en lui-même. C'était pour la première fois également qu'on développait des enseignements sur le développement personnel en faculté des sciences. Et c'était des professeurs de la fac de droit qui venaient donner les cours en faculté des sciences. Ça ne se passait pas toujours, à l'exception des sciences de l'environnement. Je pense que la licence professionnelle LPAC que nous avons développée est peut-être également arrimée à ce qui se font au niveau de la licence sur la valorisation des produits locaux. Voilà. C'était juste une intervention en complément. OK. Merci pour cette importante contribution. Merci. Téléphone, voilà. Vous pouvez parler. Vraiment, merci beaucoup, professeur Bouna, modérateur. Alors, je voudrais féliciter les présentateurs pour les présentations de très haute facture. Et en ma qualité un peu de coordonnateur du programme de cadre rural, je trouve dans ces présentations beaucoup de matière pour vêtements dans notre cadre d'action pour nous permettre un peu d'évoluer et d'amener l'université aux côtés des communautés. Alors, je voudrais également remercier le professeur Silla avec le Centre d'excellence pour toutes les actions qui sont en train d'être menées pour nous permettre d'opérationnaliser ce concept, qui nous permet d'aller auprès des communautés et d'améliorer la formation des étudiants sur des problématiques réelles, la recherche pour identifier les contraintes dans la construction de serres, dans la mise en place de logements pour les étudiants. Je voudrais également poser deux questions après avoir salué la présentation de professeur Domecq sur la licence professionnelle, comme l'a dit professeur Silla, que nous avons ici une licence similaire, mais mon problème ici c'est est-ce qu'il y aura plusieurs options ou bien est-ce qu'ils déroulent plusieurs options dans leur licence, parce qu'ils parlent de valorisation des produits du terroir. C'est une sorte de panoplie de produits et de pratiques allant de la transformation ou bien d'autres aspects. Est-ce qu'il y a des options à l'intérieur de cette licence de valorisation? Alors, j'ai également une question pour professeur Collado sur les programmes un peu de développement, le programme de développement rural. Alors ici, ce que nous avons au Sénégal, comme nous travaillons depuis quelques années avec les communautés, il y a une forte résistance au changement et une difficulté énorme de mobiliser les communautés. Parce qu'il y a cette idée de projet, ça commence et ça se termine et on essaie d'engranger les moyens et on passe à autre chose. Alors ce qui me fait dire il y a deux choses à résoudre, cette résistance au changement et la pérennisation des projets. Et eux, leur expérience par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, quelles sont les stratégies mises en œuvre auprès des communautés pour la médiation de cette résistance au changement. Et deuxième élément, comment faire pour la pérennisation des acquis? Parce que quand on sait que si le projet part, les résultats et les acquis du projet partent et on attend d'autres projets. Ça veut dire qu'il n'y a pas une adoption des acquis.
Comment est-ce que, à leur niveau, au niveau de leaders, ils sont organisés pour résoudre ces deux principaux problèmes, à mon sens, qui sont extrêmement importants dans le développement rural. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je ne sais pas si vous m'avez très bien entendu. Merci. Pas de problème, je vous transmets. Très bien, on a bien noté ces questions. Hein. Pas de problème. Je le fais de suite. Hein. Au revoir. Alors, voilà, donc je crois que dans ces questions qui sont adressées, je crois que professeur Dominique, je crois qu'on peut donner la parole au professeur Dominique pour apporter des éléments de réponse en ce qui concerne les options pour le programme de la... Oui, et puis, merci aussi pour cette question très intéressante. Donc, il est prévu donc plusieurs options et nous menons plusieurs options. Il y a deux grandes catégories, dont on va dire de parcours, bien qu'il y ait un tronc commun. Donc, il y a le parcours qui est transformation, qui est lui beaucoup plus centré, enfin spécialisé sur des producteurs qui vont surtout s'occuper de transformer des produits locaux, des produits agricoles qu'ils ne produiront pas eux. Et donc, ce secteur-là, ce parcours dans de la transformation, commercialisation, lui aussi très ouvert, d'un côté sur ce qu'on va appeler les circuits courts, c'est-à-dire assez autonomes, mais qui va aussi et peut comprendre dans des circuits commerciaux beaucoup plus classiques. Ce matin, j'entendais la discussion entre donc hypermarchés puis autres circuits. Bon, il faut bien voir que les hypermarchés sont devenus des grands distributeurs aujourd'hui donc de produits de terroir. C'est-à-dire qu'ils distribuent à la fois des produits ultra-industrialisés de grandes marques et qu'ils aussi distribuent, je prends les grandes chaînes commerciales, mais enfin je ne vais pas les citer, mais ils distribuent aussi, et par des rayons de plus en plus importants, des produits de terroir. Ce qui permet d'ailleurs à ces hypermarchés de retrouver une place dans la distribution, place qui leur était contestée par ce qu'on appelle hard discount, c'est-à-dire des produits sans marque, ni origine, etc. Donc, d'un côté, notre licence valorisation de terroir a un parcours, on va dire, transformation et commercialisation, qui peuvent d'ailleurs être scindés. Et d'un autre côté, on a aussi monté un parcours là qui s'adresse plus particulièrement donc à la production agricole dans les normes, on va dire, qui correspondent aujourd'hui aux attentes environnementales et de santé, intégrant en particulier l'adaptation, bien sûr, aux conditions agricoles et agronomiques locales, mais aussi adaptation et entrée en ligne des nouvelles techniques liées à l'agrobiologie, qui fait partie des grands attraits pour le consommateur, donc pour ce type de produit. Donc effectivement, il y a plusieurs parcours possibles, et avec des troncs communs, bien sûr, importants entre les parcours, ce qui permet aussi très concrètement donc aussi de réduire les coûts budgétaires, il faut aussi parler concrètement, mais avec une grande diversité. Et bien sûr, dans notre proposition, il y aurait une parfaite adaptation aux réalités, donc d'une part agricole sénégalaise, mais aussi une adaptation à nos partenaires éventuellement intéressés au Sénégal. Mais je crois avoir bien compris aujourd'hui qu'il y avait une grande qualité d'intervenants dans plusieurs domaines sur le plan rural et agricole, dont au Sénégal, et donc ça serait en parfaite coordination avec eux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. OK, merci. Merci pour ces éléments. Merci à vous. Merci. Peut-être on va passer la parole au professeur Collado. Je crois qu'il y a eu une question sur le développement rural. Oui. OK, merci pour la question. Oui, en Espagne, si j'ai bien compris, en Espagne, nous avons également des problèmes de mobilisation de la population locale. Cela ne se produit pas dans d'autres endroits, comme dans les pays de l'Amérique latine, où il existe une grande tradition de participation.
Pour ces problèmes, les plans d'action locaux disposant des ressources pour mobiliser les acteurs et recruter animateurs et dynamisateurs du développement. L'important est qu'il y a une dynamique de développement actif et que les acteurs privés voyant que le seul moyen de garantir que les stratégies générées du développement dans tous les secteurs, c'est avec la participation de ces acteurs à la conception et à l'application de la stratégie. Alors, l'important, c'est que le programme avait ressources pour la dynamisation et pour la participation de ces agents locaux. Je ne sais pas si Jean-Pierre Domecq considérait qu'il y a autre moyen pour dynamiser les acteurs privés, mais l'expérience dans l'Espagne, c'est que avec la dynamisation de les groupes d'action locale, de l'équipe technique de la groupe d'action locale, c'est possible avoir une participation active de la population. Ok, merci. Je crois que c'est bon. Bon, je pense que peut-être le temps qui était imparti étant terminé, peut-être, sauf s'il y en a d'autres participants qui veulent prendre la parole, poser une question ou contribuer. Sinon, on va peut-être faire une petite synthèse parce qu'il y a une autre séance pour cet après-midi, après la pause. Je voudrais donc remercier tous les présentateurs pour la qualité des présentations. Je crois qu'on a eu droit à des communications vraiment de très bonne facture. On a beaucoup appris. On a beaucoup appris parce que les présentateurs ont beaucoup insisté sur les éléments de diagnostic de l'économie sénégalaise en nous faisant ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités, les défis, les types de politiques aussi qui devraient être mis en œuvre. On a également eu des contributions très intéressantes en ce qui concerne le processus de transformation lui-même, quels sont les éléments à la base, comment, et puis on peut analyser l'histoire de chacun de ces pays-là, d'autant plus que chaque pays a sa propre histoire et au bout de tout ça, on voit que certains ont réussi et d'autres n'ont pas réussi. Et le message d'espoir qui est très intéressant, c'est que même si ceux qui n'ont pas réussi pourraient s'inspirer de l'expérience avant des autres. On a vu également à travers les communications quel rôle pouvait jouer l'université. L'université, effectivement, a son rôle à jouer, aussi bien au niveau des transformations structurelles du développement rural, à travers l'offre de formation, donc le renforcement des capacités, à travers également d'autres actions comme la recherche. Il y a aussi énormément de choses à faire en matière de recherche, à travers également les services à la communauté. On a vu également qu'une autre fenêtre d'opportunité, c'est en termes de coopération entre l'Europe et l'Afrique. Là également, il y a énormément d'opportunités. Parmi les exemples qu'on peut citer, il y a les fonds effectivement leaders. Ces pays effectivement ont une grande expérience qui pourrait être servir de manière très utile aux pays africains. Tout à l'heure, le recteur, dans sa communication, je crois, il insistait sur le fait qu'il y avait des attentes. Je crois qu'il ne sera pas déçu. Même déjà à l'issue des travaux de ce matin, on peut dire qu'effectivement, il y a déjà des contributions très significatives sur cette thématique. Alors, pour cet après-midi, je rappelle qu'aussi, on a une autre session, mais qui va porter essentiellement sur l'enseignement à distance et qui a son importance dans le contexte actuel, comme nous savons, le contexte de la pandémie. Donc, merci encore une fois à tout le monde et nous allons vers la pause et nous saluons nos amis européens, donc les trois professeurs. Allô, professeur Mella, vous voulez intervenir? Oui, c'est simplement pour dire, on vous remercie beaucoup pour votre effort. Je pense que
toutes ces matinées s'est passé très bien, d'accord avec ce qu'on avait prévu. Donc, on continue pendant l'après-midi dans les... Et je partage totalement les propos de remerciement du professeur Melia. Merci, donc on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, professeur Mallet.